Frédéric, bonjour. Bonjour Laurent, Je suis ravi de passer un petit instant avec toi pour parler tuba, pour parler Impulp.tech et tuba. On va dérouler tout ça ensemble. avec plaisir. Tu es le président d'une association qui s'appelle Tuba, qui est basée à Lyon. Et évidemment, les gens qui vont nous regarder ne connaissent pas forcément tuba. Est-ce que tu peux déjà nous donner en quelques mots tuba, son essence, ses visions et surtout son projet associatif? Déjà, je suis que le directeur de l'association, mais c'est voilà. Donc Tuba, non, c'est pas grave. Tuba, donc c'est effectivement d'avoir une association qui s'appelle Lyon Urban Data, qui porte ce projet Tuba dans toutes ses dimensions. Et Tuba, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors, c'est pas toujours évident pour tout le monde ce terme, mais en tout cas, voilà, un tiers-lieu, un laboratoire d'innovation, un laboratoire d'innovation à la fois numérique et d'innovation sociale. On va s'intéresser aux questions des données, aux questions du numérique, comment on peut mobiliser bah voilà, ces données, cette technologie éventuellement pour servir des intérêts, pour servir des projets, pour servir tous ces enjeux autour de, notamment autour de l'urbain. Donc ça peut être la question de la mobilité, de la logistique, de la santé, de l'habitat, de l'énergie, etc. Tu m'as dit lors de notre première rencontre que Tuba n'était pas une association récente, elle a déjà quelques années. Tout à fait. L'association a été créée il y a 10 ans, en 2014. On a fêté nos 10 ans. On les a pas fêtés, mais on fêtera nos 11 ans cette année. On voulait être un petit peu originaux. Mais donc oui, c'est une association qui a 11 ans d'existence, qui a été créée en 2014. Pour revenir rapidement sur l'historique, elle a été créée à l'impulsion de la métropole de Lyon et puis d'un certain nombre d'acteurs du territoire, des entreprises, des universités, ou des associations, enfin, différentes structures qui étaient rassemblées par cet intérêt pour les données et pour l'urbain. Voilà, c'est quelque chose qui a perduré dans le temps. Aujourd'hui encore, cette association-là, elle est composée de ces membres-là, enfin de ces structures-là, représentatives des différents acteurs, j'allais dire des différents acteurs économiques du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Alors, on parle aussi beaucoup d'impact aujourd'hui, les missions à impact, des sociétés à impact, des projets à impact. Et comment tu vas s'inscrire également sur cette notion d'impact dans les projets que vous portez ou sur lesquels vous communiquez en tout cas, que ce soit sur la partie environnementale ou la partie sociale? Mmh. Alors d'abord, très humblement, parce que je pense que c'est aussi un sujet qui émerge et dont personne n'a complètement les clés aujourd'hui, donc on essaye d'avancer là-dedans. D'abord, bah, on va parler effectivement de numérique responsable. C'est un de nos champs, un de nos champs d'intervention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se définit comme un tiers-lieu du numérique responsable, des données et des transitions urbaines. Donc ça veut dire que la dimension numérique responsable, on la revendique. Elle fait partie, je pense, cette dimension-là, elle fait partie de l'ADN de Tuba, un petit peu par essence. Elle a toujours été présente, alors sans toujours être nommée numérique responsable, mais en recouvrant en tout cas des réalités qui étaient liées à cette dimension-là. C'est être un centre de ressources, un lieu totem, j'allais dire, du numérique et du numérique responsable sur le territoire. Donc ça, c'est probablement la première revendication, en tout cas. Ensuite, effectivement, il faut que ça s'incarne. Là aussi, on évolue, on progresse. Ça n'a pas toujours été incarné par des offres spécifiques. Je regarde là-dessus, comme je disais, ça faisait partie de l'ADN de Tuba, donc c'était quelque chose de transverse qui n'était pas forcément incarné, qui n'était pas forcément, qui avait pas forcément une réalité spécifique. Ça irriguait un peu l'ensemble des projets, et je pense que c'est ça, ça pour Tuba. Donc aujourd'hui, comment concrètement, comment on le caractérise, comment on essaye d'avoir de l'impact? D'abord, on se l'applique à nous-mêmes. Quand on parle de numérique responsable, aujourd'hui, nous, on essaye, y compris à travers une démarche qui est celle de la ville de Lyon, qui s'appelle Agora Lyon 2030, donc la ville climatiquement neutre et intelligente à horizon 2030, c'est se doter nous-mêmes d'une stratégie, pardon, numérique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement formaliser tout un tas de principes, d'actions interne à notre organisation en tant qu'association, qui porter nos propres engagements de numérique responsable. Et à travers ça, ce qu'on a envie de montrer, c'est aussi que finalement, une petite structure comme la nôtre, une association avec 4 salariés,
bah, elle peut aussi avoir des engagements, elle peut aussi avoir des actions qui sont pas finalement si compliquées que ça à mettre en œuvre. Ça, c'est peut-être la 1re chose, être, voilà, s'appliquer à nous-mêmes, cette dimension numérique responsable. Et puis le reste, c'est enfin les concrètement les autres actions, c'est avoir une approche responsable dans nos projets. Que ce soit, enfin, à travers les projets numériques, à travers les projets donnés. Je pense à des projets, qu'on a pu mener avec la métropole de Lyon, par exemple, sur, une étude, amont, un diagnostic en amont, avant la mise en place d'un algorithme. On avait été sollicité par la métropole pour faire ce diagnostic, voir comment tout ça fonctionnait. Je rentre pas dans le détail du projet, mais et finalement, nous, la recommandation, c'était de ne pas mettre en place cet algorithme parce qu'on estimait qu'il n'avait pas de valeur ajoutée, que, en termes d'impact, justement, ces externalités étaient peut-être plus négatives que positives. Et c'est ça aussi notre rôle, c'est on le considère comme ça, avoir une approche responsable, avoir une approche éthique, éthique des données aussi. Et donc se dire, bah, où le numérique est pertinent, où est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée et où est-ce qu'à l'inverse, on peut plutôt faire appel au, j'allais dire au no-code, au low-tech, parce que finalement la c'est comme les antibiotiques, le numérique, c'est pas forcément automatique. Il faut voir, à quel endroit ça devient intéressant. Justement, on parlait, et ça c'est très fluide dans la question qui vient après, on parle de défis là, on parle d'enjeux. Quels sont les enjeux principaux que tu rencontres et ceux que tu anticipes rencontrer dans les prochaines années? Et je voudrais aussi faire un focus un peu sur, ce qu'on entend et qu'on dit en expérience, cette espèce de cassure sur ce qu'on appelle l'électronisme. Parce que développer, des services numériques, rendre la ville numérique plus responsable, c'est bien, mais encore faut-il que tous les citoyens puissent y accéder de manière égale et pouvoir, profiter de ces innovations pour leur bien, commun, pour le bien commun de base, pour le bien-être de tous également. Mmh. Bah, effectivement, quand on parle de ville intelligente, alors, c'est peut-être d'ailleurs aussi une des évolutions. On parlait avant de smart city, il y a eu un certain nombre un peu de dérives aussi de ce concept-là. Donc aujourd'hui, on parle plus de ville intelligente et durable. Il y a un il Pour moi, il y a un gros enjeu d'acculturation, de montée en compétences, enfin, c'est ce que je viens un peu d'évoquer finalement, de mieux comprendre quels sont les enjeux, du numérique, les enjeux des données. Et finalement, on s'aperçoit que, ces sujets-là, ils sont pas toujours très bien compris, appropriés, par, l'ensemble des citoyens d'ailleurs. Et on est tous d'ailleurs à un moment ou un autre en situation de fracture numérique, on va dire comme ça. Quel que soit enfin, on est tous à un moment de notre vie, confrontés à ça. Qu'on soit, plus jeune ou plus vieux, qu'on soit en situation d'emploi ou pas. Il y a des éléments sur lesquels on bute et il y en a d'autres sur lesquels on est plus à l'aise. Donc finalement, déjà, la première chose, c'est que ça concerne tout le monde. La 2e chose, effectivement, alors nous, on va peut-être plus s'adresser enfin, selon les activités, on va plus s'adresser à un public de professionnels. On voit qu'il y a il y a des niveaux, pardon, de maturité très différents sur les données. Hem, Avec des personnes qui peuvent être experts, mais aussi avec des personnes beaucoup plus novices et aussi avec beaucoup de croyances, de stéréotypes ou de clichés sur, le nouvel or noir qu'est la donnée et finalement ce qu'on essaye de dire avant l'or noir des données, c'est que la valeur des données, elle réside dans leurs usages. C'est comment on se projette sur les données, sur l'utilisation qu'on peut en faire, sur des nouveaux services, comment ça aide à comprendre un territoire, son maillage, comment ça peut être un outil d'aide à la décision. Donc voilà, ça c'est je pense un gros enjeu, il réside là autour de cette, cet embarquement finalement, faciliter la compréhension de ces sujets-là. Une fois encore, ça passe pas par, on peut pas aborder les données par enfin, uniquement par le biais de la technique ou de la technologie, ça ne parle pas et c'est bien normal. En fait, on arrive à embarquer quand on parle d'usage, quand on parle de service, quand on parle de mobilité, quand on parle de services rendus. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à faire porter, ces sujets-là, à faire progresser leur appropriation et leur compréhension. L'organisation, on part sur les organismes et les organismes de formation dont nous faisons partie, justement, autour de la donnée dans un environnement no code. Tu as dit tout à l'heure le mot. Ouais. On se retrouve en début de cette année 2025, finalement, dans une rencontre puisque, j'ai choisi d'adhérer à l'association et je
j'apprécie le projet, je vois le projet associatif et j'ai envie de m'investir au sein de l'association pour apporter la pierre à l'édifice aussi sur tous les enjeux dont tu parles. Et toi, comment perçois-tu le rôle d'un organisateur de formation comme le nôtre, comme Impulp.tech, qui adresse la donnée dans des environnements de programmation visuelle, qu'on appelle le no-code, savoir programmer également de l'IA, créer son agent GPT privé, donc de manipuler cette donnée au travers d'outils et de l'ouvrir au plus grand nombre finalement, puisque c'est tout l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est qu'il n'y a plus de barrière d'entrée pour fabriquer ces applications ou créer ces automatisations. Comment perçois-tu, toi, le rôle et quel rôle nous dédierais-tu justement Mmh. dans cette responsabilité autour de la donnée et cette responsabilité au cœur du numérique responsable, justement? Bah, d'abord, je te remercie et je remercie Inpulp de rejoindre, la communauté et l'écosystème Tuba. Moi, justement, j'y vois une complémentarité déjà, premièrement. Dans ce que je viens d'évoquer, dans la sensibilisation, dans l'acculturation, c'est une première étape, c'est une première marche et puis ensuite, il y a peut-être une deuxième marche qui est celle de la mise en pratique, d'une appropriation plus concrète, plus opérationnelle, qui passe probablement par un organisme de formation comme Impulp peut l'être. Donc voilà, déjà, 1er élément. 2e élément, c'est effectivement, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, un tuba réunit, tout un tas d'acteurs, venus d'horizons différents. La formation fait partie de ces horizons différents. C'est important de pouvoir aussi avoir des points de repère, j'allais dire, qui, sont en capacité, de, faire monter en compétences, nos adhérents, les, personnes qui gravitent dans l'écosystème Cuba, les citoyens et cetera. Donc, c'est aussi avoir, une forme, j'allais dire d'ouverture et et de possibilité de, pour ceux que ça intéresse, hein, tout le monde n'est pas forcément, j'allais dire, concernés ensuite dans cette, une forme de professionnalisation ou de montée en compétences et d'expertise, mais voilà, de s'ouvrir et de se dire: «Tiens, il existe, des structures qui permettent de cette montée en compétences». Grand merci à toi, Frédéric. Et justement, puisqu'on parle, et ça sera pour conclure notre entretien, on parle de synergie, on parle de projet. Concrètement, on a prévu de faire des choses ensemble. Tout à fait. C'est pas que, c'est pas qu'un petit papier qu'on signe, ou une cotisation pour le dire très matériellement quoi, qui est versée. C'est bien autre chose qui se joue derrière tout ça et je pense qu'on vient de l'évoquer. Bah, parmi, on a pas mal de pistes. En tout cas, on a évoqué un certain nombre de choses et je pense que déjà ce qui est bien, c'est qu'on essaye de mettre en place des actions, de manière assez progressive, pas à pas. Hem Petit à petit, mais en construisant quelque chose. La première, c'est, déjà avoir, une intervention, ton intervention lors d'un prochain open café. Les open cafés, c'est des événements qu'on organise nous mensuellement, plutôt à destination des porteurs de projets, start-up, PME, TPE, enfin, organismes de l'ESS, porteurs de projets de manière générale. Avec la volonté à la fois, d'avoir une forme de montée en compétences, en tout cas de sensibilisation à un sujet, différent chaque mois et de réseautage et l'idée, c'est d'accompagner ces porteurs de projets dans leurs projets justement, dans leur, structuration, dans leur développement de leur activité et donc à l'occasion d'un prochain open café en mars et en avril, on aura, enfin tu auras l'occasion du coup d'intervenir sur les questions, des outils no code justement, de présenter ces outils, de les faire découvrir finalement aux différents participants. C'est une forme de ouais, de sensibilisation et de découverte à ces outils-là, dans un premier temps, un peu, j'allais dire de manière un peu théorique et puis, ça sera sur le mois de mars et puis sur le mois d'avril d'aller, de mettre, les mains, dans le moteur, dans le cambouis, pour finalement, essayer une mise en pratique. C'est quelque chose de nouveau très sincèrement, hein, c'est quelque chose qu'on essaye, hein, dans l'open café de se dire: «Tiens, on a une première session un peu théorique et on passe sur de la pratique sur la session suivante». Donc, venir avec son ordinateur et puis, accompagné par toi, et par Impulp, finalement essayer de commencer à construire, des outils, des services, sur la base du no-code. Donc ça, c'est déjà une première action et on te remercie, on vous en remercie d'accepter de jouer ce rôle-là un peu d'initiateur, de sensibilisation et une fois encore de mise en pratique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi,
Ben, votre rôle en tant qu'organisme de formation, c'est le former et donc voir si on peut, accueillir un certain nombre des formations et être, une fois encore un peu un centre, un lieu ressource ou un lieu, totem, un peu emblématique de ces sujets-là et donc accueillir des formations, inter-entreprises, voilà, ouais, qui pourraient être, organisées, menées ici, dans les locaux du Tuba. C'est une façon à la fois, de faire bénéficier, des espaces dont on peut, qu'on peut occuper. C'est une façon aussi de plonger peut-être des apprenants, des personnes qui en tout cas vont suivre ces formations dans l'univers, Tuba, dans un univers, tiers-lieu, dans un univers d'innovation. Donc voilà, on espère, voilà, pouvoir mettre en place tout ça, dans le courant de l'année et puis de manière, plus générale, une fois encore, c'est de vous accueillir en tout cas dans les événements, cette fois en tant que aussi en tant que participant, en tant que public. Hem et chacun de nos événements, il comprend une partie aussi, participation, échange entre, l'intervenant et le public, donc c'est aussi apporter ça. C'est aussi apporter sa propre, expertise, sa propre expérience, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis j'espère que ça débouche aussi sur des projets, que ce soit avec, l'équipe du tuba, mais aussi avec les autres, membres, de l'écosystème. Donc c'est bien ça aussi tout l'enjeu. Donc, voilà, les premières pistes, de collaboration et puis j'espère qu'elles en ouvriront d'autres. Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit, mais si tu avais aussi, autre chose en tête, voilà, n'hésite pas à le rappeler. Alors Frédéric, du coup, on se retrouve en mars, l'Open Café de mars, où là, on va pouvoir un peu dialoguer sur un format d'une heure 30 avec les parties prenantes, des gens qui vont accepter de venir passer un petit moment avec nous pour parler data, pour parler un peu des évolutions des métiers au sein des entreprises, et puis répondre à des problématiques peut-être plus ciblées de start-up, puisque je crois que le monocode et la création d'entreprise, c'est vraiment deux sujets qui... C'est un couple hein, maintenant. On peut plus lancer son entreprise sans se marier avec le no-code. Bah, en tout cas, ouais, rendez-vous, c'est effectivement le 13 mars. Je le dis très précisément, mais comme ça, c'est le 13 mars à 13 heures au Tuba, pour cette premier atelier, on va dire, autour du no-code. La deuxième session, donc plus pratique, aura lieu, je crois, le 3 avril. Voilà, j'ai bien la date. C'est simple, c'est sur inscription, c'est gratuit et on vous attend tous, et toutes, nombreuses pour découvrir tout ça. Nous les premiers. Merci Frédéric. Merci, d'avoir passé du temps avec nous et puis, rendez-vous en mars et en avril. Les informations vous seront communiquées dans les différents commentaires, sur les zones où il faut aller cliquer, pour retrouver tout le programme de Tuba et de tous les cafés, en fait, les open cafés de Tuba, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont se programmer tout au long de l'année. Tout à fait et bah, à très bientôt alors. À très bientôt.